Chers amis, j'ai le plaisir de vous retrouver pour le deuxième épisode de notre série Perpétuelle. Vous savez, cette série qui vise à vous présenter des pièces que j'ai sous ma loupe pendant mes expertises qui sont nombreuses et où j'ai le plaisir à voir des montres très variées à la fois dans leurs époques, dans leur forme, dans leur style. Bref, je voulais absolument vous les présenter et avec Valentin, on voulait vous montrer des images bien particulières de ces montres, ce qu'il fallait regarder exactement dessus. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une sélection de montres qui vont être mises en vente aux enchères chez la maison de vente aux enchères Maison R&C à Drouot le mardi 30 septembre 2025, bien évidemment, à 13h30. Des montres d'une qualité exceptionnelle. Et on va commencer tout de suite avec, à mon sens, la plus belle pièce de cette vente, qui est aussi, je pense, la plus belle montre bijou que j'ai vue à ce jour dans ma vie. Pas mal, non? La sélection, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est seulement sur les rabilleurs. La première montre donc, dont j'aimerais vous parler n'est autre qu'une montre signée Fred. En tout cas, c'est la première chose qu'on pense quand on voit que sur le cadran, il y a signé Fred et sur le dos de la montre, signé Fred avec un numéro de référence et un numéro de série. Cette montre, elle est assez exceptionnelle avant de vous parler évidemment du reste qui vous intéresse et de cette expertise qui va nous intéresser aujourd'hui, puisque c'est une pièce en or 18 carats qui est signalée par le poinçon Helvetia qui est au dos de la montre, le poinçon suisse qui est marqué sur le dos de la montre et aussi à l'intérieur de la montre. Cette montre elle est spéciale puisqu'elle dévoile finalement déjà un dessin très particulier, un dessin très audacieux pour les années 70 qui l'ont vu naître et un dessin qui va mélanger à la fois des diamants taille brillant mais également des incrustations de lapis lazuli, des incrustations de différentes formes, rectangulaires, carrées, un peu partout, à la fois sur la lunette, donc sur le boîtier, et à la fois sur ce somptueux bracelet articulé. Donc voilà, la première chose quand j'ai la montre entre les mains, c'est de me dire que déjà, on est en présence d'une pièce assez exceptionnelle, une pièce assez rare, une pièce signée Fred Paris. Et maintenant, on va rentrer un peu plus en détail puisque Fred a collaboré avec un très grand nombre d'horlogeries à partir des années 70 et cette collaboration commerciale continuera par une belle amitié. Cette amitié, c'est l'amitié qui est née entre Fred Samuel d'un côté, qui a créé la marque Fred au milieu des années 30, et de l'autre côté, le grand artiste dessinateur Gerald Genta. Mais pour ça, chers amis, il a fallu ouvrir la montre. Et quand j'ai ouvert la montre, je me suis rendu compte sur le fond de boîtier qu'il y avait marqué Gerald Genta Suisse. Et d'un seul coup, tout s'est éclairé, tout a pris sens. En effet, il s'agissait véritablement d'une pièce qui a été commandée probablement pour un client, qui a été commandée par Fred Samuel lui-même pour son marché parisien et qui a été dessinée, pensée par les mains du maître Gerald Genta. Vous verrez très bientôt un article sur les rabilleurs qui se consacrera justement à parler de Fred et de Genta, un article qui a été écrit par Lauriane Brémond, on la remercie pour ça d'avance, et qui nous éclaire sur les relations entre les deux hommes. En fait, vous savez que Gerald Genta a créé, a imaginé un nombre de montres incalculable, des grandes montres de l'histoire de l'horlogerie. On pense évidemment à la Paul Ruther pour les plus connus, on pense à la Royal Oak, on pense à la Nautilus. Et dans les années 1970, après la création de la marque Gerald Genta à la fin des années 60 par Gerald Genta évidemment, Fred Samuel va commencer à s'intéresser à son travail et les deux hommes vont se rencontrer dans la boutique du 6 rue Royale à Paris. L'entente va être immédiate et bonne et on dit, en tout cas c'est ce qu'on nous rapporte, que Gerald Genta serait reparti avec une commande ferme de 200 montres de la part de Fred Samuel. Je pense que la collaboration naît à ce moment-là de la plus belle des manières. Evelyn Genta, la femme de Gerald Genta, dira même qu'il arrivait à son mari de se rendre dans la boutique auprès de certains clients très particuliers de la marque Fred, de dessiner comme ça, d'imaginer la montre ensemble autour d'un café, après d'aller partager un très bon déjeuner, histoire de célébrer, de fêter un peu ce qui venait de se passer, cet élan artistique, cet élan de création. Vous voyez un peu la proximité de Gerald Genta avec la marque, avec Fred Samuel, c'est ça qui l'a inspiré aussi pour travailler. Et les hommes avaient une relation très amicale et Alexia Genta, la fille de Gerald Genta, nous dit aussi que Gerald sera invité aux États-Unis, à New York, au début des années 80 pour la présentation de certaines collections. Bref, vous voyez qu'il y a un lien vraiment important entre les deux marques, un lien important entre les deux hommes, c'est ce qui compte et c'est ce qui a donné naissance dans les années 70 à cette montre exceptionnelle en lapis lazuli, diamant et or 18 carats. Ce qui est amusant entre guillemets aussi, c'est de voir que LVMH depuis donc 1995, date à laquelle la société rachète la maison Fred, possède aujourd'hui
la maison Fred est la maison Gerald Genta, dans laquelle elle met beaucoup d'énergie afin de la relancer, de produire des pièces assez exceptionnelles. Quoi qu'il en soit, cette montre elle est importante pour plusieurs raisons. Évidemment, c'est une Fred dessinée par Gerald Genta, une pièce qui est juste magnifique. Les maillons articulés sont positionnés de manière différente sur le bracelet, ce qui fait que vous avez vraiment un dégradé assez dingue, présentant des incrustations de lapis-lazuli et des diamants taille brillant qui sont sertis un peu partout sur le bracelet et sur la lunette. À l'intérieur, vous avez la signature Gerald Genta suisse et vous avez un calibre extra fin signé Gerald Genta qui n'est autre qu'un calibre de base Frédéric Piguet, donc un calibre de bonne manufacture qui permet de travailler une montre bijou de la meilleure des manières. D'autres détails qui sont sympathiques sur cette montre, c'est évidemment le fait d'avoir sur le bracelet la signature Fred Paris 18 carats France et de l'autre côté, sur le fermoir, des poinçons rhinocéros qui sont là pour statuer de la longueur du bracelet. En fait, ils étaient mis pour éviter les fraudes. Et également un poinçon de maître que on n'arrive malheureusement pas très bien à lire, qui dit que un poinçon de maître donc français, un orfèvre français qui aurait travaillé donc sur ce fermoir et une partie donc du bracelet, et pour arriver à ce résultat exceptionnel, donc une collaboration entre la France et la Suisse. Je vous avais prévenu, chers amis, cette Fred dessinée par Gerald Genta nous en a mis plein la vue. On va continuer avec une montre très différente, il s'agit d'une montre de poche Bulova Accutron en or 18 carats qui m'a tapé dans l'œil pour plusieurs raisons. La première chose qui m'a surprise, c'est le fait d'avoir une montre de poche signée Bulova modèle Accutron. On a l'habitude pour les amateurs des montres électroniques d'avoir des montres bracelets Bulova Accutron, et le fait d'avoir cette technologie dans une montre de poche qui est très plate, très fine, avec un dessin très réussi, très simple aussi sur le cadran, c'est une chose assez peu commune. Mais ce n'était pas la seule raison pour laquelle j'ai choisi cette montre. Tout d'abord, on va revenir rapidement sur les montres électroniques. Vous savez qu'Hamilton a beaucoup travaillé sur ce sujet-là. À la fin des années 50, ils vont présenter leurs premiers travaux avec la Hamilton électrique. Mais déjà en 1950, un certain Max Etzel, qui est un brillant ingénieur, va rejoindre la société Bulova et va travailler sur un mouvement révolutionnaire. Ce mouvement, appelé mouvement à diapason, est un mouvement qui va apporter beaucoup de révolutions en horlogerie. C'est un mouvement qui va faire vibrer un diapason à la vitesse de 360 Hz, qui va rapidement transformer cette excitation en information mécanique pour faire se mouvoir l'aiguille des secondes, et qui va permettre aussi d'avoir une précision en deçà des 2 secondes par jour. Et c'est impressionnant en fait le mouvement à diapason par rapport à un calibre à quartz. C'est un mouvement qui vibre constamment très vite. Et quand on le met à l'oreille, on a l'impression d'un petit bourdonnement fort, sympathique. Quoi qu'il en soit, en octobre 1960, Bulova présente ce mouvement Accutron qui a été développé par le fameux Max Etzel qui travaillera également avec les Suisses pour développer le calibre Beta 21, le mouvement à quartz suisse. Et c'est une révolution, donc Accutron, Accuracy through Electronic, qui veut dire la précision par l'électronique. Et ici, je vous en parle dans une petite montre de poche en or 18 carats avec un très joli cadran argenté brossé, des index très fins. Et ce qui a attiré mon œil, c'est une inscription, des chiffres très exactement, qui sont situés juste en dessous du pendant. Quand j'ai vu ces chiffres, 93025, je me suis dit, est-ce que sur ce type de montre, on est censé avoir des chiffres à cet endroit, à cet emplacement même? J'ai comparé avec quelques montres sur le marché, je me suis dit que absolument pas, que ces chiffres étaient quand même particuliers sur cette montre. Puis, j'ai reconnu une typographie bien particulière, une typographie qu'on peut retrouver sur des numéros de stock de montres Cartier. Je me suis dit, est-ce que finalement cette petite Bulova Accutron qui a l'air toute simple, même si elle n'est pas du tout simple, est-ce qu'elle n'aurait pas été distribuée par Cartier? Et donc c'est l'hypothèse que je fais pour cette pièce que je trouve absolument délicieuse. Étant donné que j'ai déjà vu sur le marché des pièces signées Cartier Bulova Accutron, donc des pièces qui étaient vendues chez Cartier avec la mention Cartier sur le cadran et qui reprenaient exactement, trait pour trait, la montre que j'ai entre les mains. Donc, chers amis, je pense que nous avons dans les mains une Bulova Accutron qui était vendue dans une boutique Cartier tout simplement par ce numéro de stock Cartier qui reprend exactement la typographie Cartier qu'on apprécie tant sur les montres bracelets de manière générale. Vous voyez, il faut souvent bien regarder les choses puisqu'on a de belles surprises. À l'intérieur de la montre, on va voir la mention gravée Bulova et on va voir une petite
tête de marteau avec le chiffre 115 à l'intérieur. C'est une dénomination suisse de fabrication de boîtiers. Vous allez avoir par exemple la clé de Genève pour les fabricants de Genève. Donc vous avez la clé de Genève avec un numéro à l'intérieur. Vous allez avoir des têtes de marteau. Vous allez avoir des marteaux entiers avec un chiffre dans la tête. Tout ça a une signification différente. En tout cas, c'est un poinçon de fabrication suisse. Et le 115 renvoie à un fabricant qui est ici Favre et Perret, qui a donc fabriqué le boîtier de cette montre en Suisse. Autre sujet intéressant, vous voyez bien donc du coup cette fourchette de vibration, ce diapason à l'intérieur de la montre. Et vous avez aussi la mention M9 sur le calibre qui signifie pour Bulova la fabrication de ce calibre en 1969. Voilà pour cette très jolie Bulova Accutron avec un petit supplément d'âme Cartier. Chers amis, j'ai le plaisir de continuer avec une très jolie montre bracelet signée Piaget de toute beauté puisqu'elle introduit un petit peu de profondeur, un petit peu de 3 dimensions dans un cadran à la finition superbe, au joli index en applique et avec un bracelet qui vient compléter tout de la plus belle des façons qui soit. Cette montre-là, je l'apprécie pour 2 raisons. La première raison, et ça vous le voyez sur les images de Valentin, quand vous baladez au sein du cadran, on a vraiment l'impression de 3 dimensions. C'est-à-dire que les index qui sont en applique et probablement en or sur ce modèle ont été dessinés d'une certaine façon qu'ils sont en 3 dimensions. Il semble se détacher du cadran et rapidement, avec les 2 aiguilles dauphine facettées, on revient dans un système en 2 dimensions. Mais je veux dire qu'il y a eu comme un travail en fait d'artiste, un travail de magicien sur ce cadran. Le détail que j'apprécie beaucoup, c'est vraiment la finition à la fois du cadran, de la lunette et également des maillons du bracelet. On parle en anglais de finition barque, de finition écorce. On a vraiment cette idée une idée d'écorce, une idée d'arbre à la fois sur tout le boîtier, sur le bracelet, sur le fermoir également, sur le cadran. Côté évidemment d'une montre de très très belle dimension et surtout d'une grande finesse. Vous le savez chez Piaget, dans les années 50 et 60, on travaille sur la finesse des mouvements et en particulier ici avec un calibre mécanique et un montage manuel signé Piaget, le fameux calibre 9P qui vient compléter donc à merveille cette très jolie Piaget des années 70 en or 18 carats. Histoire de faire une petite pause dans tout cet amoncellement de merveilles d'or 18 carats qui pèse bien lourd, j'ai envie de vous parler d'une petite découverte qui n'est autre qu'une manchette en métal, une manchette signée Lanvin. Vous savez, Lanvin a fait produire des montres dans les années 80 et dans les années 90, des montres toutes simples, des montres quand même artistiques, des montres bijoux, mais vraiment sans matériaux précieux forcément. Et ici, la montre est vraiment caractérisée par une lunette en bois foncé qui a des petites inclusions un peu plus claires, une lunette qui est gravée pour les index des heures puisque le cadran est dénué de tous index et on a juste 2 aiguilles bâtons, un peu dans l'idée des aiguilles boucherons qu'on apprécie tant, sur un fond noir. Donc on a vraiment une montre manchette avec un calibre mécanique et un remontage manuel tout à fait classique qui s'assoit sur un poignet masculin ou féminin de la plus belle des manières. Et surtout quand on regarde au dos et qu'on voit que c'est une montre signée Lanvin, on ne peut que l'apprécier. C'était Lanvin pour l'entracte. Chers amis, nous sommes en droit de demander un peu de simplicité. C'est pour ça que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui, dans cette sélection de montres qui vont être disponibles chez Maison RC le 30 septembre prochain, une très jolie Santos, la référence 2961 en or et acier. Vous savez, l'histoire de la Santos, elle est formidable chez Cartier. C'est vraiment la montre qui va débuter la grande histoire de l'horlogerie chez Cartier au début du XXe siècle. Cette amitié entre d'un côté Louis Cartier, de l'autre Alberto Santos Dumont, ce franco-brésilien un peu fou qui fait du dirigeable dans les rues, les avenues de Paris même et qui se crache un jour sur 2. Bref, en tout cas, Louis Cartier avait imaginé pour lui, pour davantage de praticité, une montre à mettre sur le poignet et non pas avoir dans sa poche. Comme ça, quand il effectue des manœuvres et qu'il a les 2 mains prises, il peut quand même jeter un petit coup d'œil à sa montre bracelet. Cette montre, elle connaîtra pas mal d'évolutions entre sa présentation au début du XXe siècle et les dernières Santos qui sont présentées lors du salon Watches and Wonders de Genève. Mais cette montre-là en particulier, la référence 2961, est vraiment une référence aujourd'hui qui est devenue iconique. Une référence qui plaît à de nombreuses personnes, des femmes comme des hommes, à de nombreux égards, puisqu'elle est très simple, elle est en or et acier, elle renvoie à la fertilité artistique des années 80 et 90. Elle a des proportions qui sont tout à fait raisonnables, de 29 mm de largeur par 41 mm corne à corne, donc ça se pose tout à fait bien sur le poignet. Elle est construite avec un boîtier monobloc, c'est-à-dire qu'on ne retire pas les éléments de la montre par l'arrière de la montre, mais par l'avant. Il faut donc tirer assez fort sur la couronne pour dissocier la tige mâle de la partie femelle sur la montre, pour ensuite accéder au mouvement à calibre automatique
Cartier qui s'appuie sur un calibre ETA. Ce que j'aime avec cette montre, c'est évidemment sa simplicité, son style Cartier, ses chiffres romains stylisés en italique, sa minuterie chemin de fer, ses aiguilles glaive, cette seconde centrale. Les aiguilles évidemment sont bleuies et une très discrète date à 3 heures. Évidemment, la signature, c'est aussi d'avoir cette lunette en or 18 carats, cette lunette marquée qui vient apporter du dynamisme sur la montre. Cette référence existe aussi évidemment tout en acier avec différents bracelets. Ici, c'est un bracelet avec les deux vis vraiment qui marquent l'identité de la montre. Et on aura aussi des versions avec un cadran burgundy, donc un cadran bordeaux, version aussi ghost où on voit à peine les écritures du cadran. Bref, ces montres sont venues en force ces dernières années et elles plaisent toujours autant aux enchères. Chers amis, j'aimerais terminer cette sélection de montres de la maison de vente Maison RC pour une vente qui va se dérouler à Drouot le 30 septembre prochain à 13h30 avec une pièce que j'aime tout particulièrement. Comme la Santos que je viens de vous présenter, la Santos de Cartier en or et acier, la Rolex Day-Date est véritablement une autre montre revenue en force, vraiment avec beaucoup de force ces dernières années. Elle est caractérisée, comme son nom l'indique, par à la fois un affichage de la date à 3 heures, mais aussi un affichage du jour par une large fenêtre incurvée à midi. Cette montre, elle a connu une multitude de déclinaisons. Elle existe depuis le milieu des années 50. C'est une montre qui a été présentée en 1956. D'abord des références à 4 chiffres. On pense évidemment à la référence 6511. Moi, personnellement, ma référence favorite n'est autre que la référence 6613, qui est la référence en platine avec une lunette diamant et un cadran avec des index diamant. Une pièce très rare avec ce fameux bracelet platine dit Big Logo sur la fermeture. Mais ici, on est en présence d'une référence 18238. C'est une référence à 5 chiffres apparue à la fin des années 80, en 1988 très exactement. Et elle est très intéressante, elle fait rentrer finalement la Day-Date dans le contemporain puisque elle présente un réglage rapide à la fois de la date mais aussi du jour. Donc vous imaginez que sur les références précédentes, parfois on avait donc pour les dernières, les plus contemporaines, le réglage rapide de la date mais pas le réglage rapide du jour. Et pour les premières, je ne vous dis pas, ni le réglage rapide du jour, ni le réglage rapide de la date, ce qui fait qu'on devait militer comme ça avec ses petites aiguilles, ses petits doigts et la petite couronne pour mettre la montre à l'heure. On est en présence d'une référence en or 18 carats. Mais la raison pour laquelle je voulais vous la présenter, c'est parce que j'aime tout particulièrement son cadran. Son cadran, il est réalisé en nacre foncé, nacre qui tire sur des tons un peu blancs et des tons un peu plus noirs, des tons un peu plus foncés, des tons un peu plus profonds. Donc un cadran Mother of Pearl, comme on dit, donc en nacre, qui présente une finition dite jubilée chez Rolex, cette finition un peu anniversaire avec le Rolex de partout, qui a à la fois un côté un peu kitsch, mais qui lui donne un certain charme, qui ici associé avec la nacre colorée, lui donne vraiment une grande profondeur. Si vous ajoutez à cela, comme on l'aime tant sur le Day-Date, la présence d'index en diamant sur les cadrans et dont les index baguettes à 9h et à 6h, vous avez vraiment une montre qui a du chien, une montre qui a de la gueule et une montre que j'apprécie énormément. Donc quand on a une expertise de ce genre, évidemment, on va regarder d'abord l'état de la montre de manière générale. Ici, le bracelet président est très légèrement distendu, comme on dit. C'est normal, la montre a été portée depuis la fin des années 80. La montre est de 1989 d'après son numéro de série. Et on va pouvoir donc voir ce numéro de série et cette référence entre les cornes, comme c'est le cas sur les Rolex de cette époque. Et à l'intérieur, on trouve évidemment le calibre 3155, le fameux calibre qui va placer la Day-Date dans davantage de modernité avec ce réglage rapide du jour et de la date. Aussi, et c'est à ça qu'on reconnaît les Rolex en or, vous avez évidemment des poinçons Helvetia, des poinçons suisses qui viennent marquer cela et vous n'avez pas besoin d'ouvrir la montre. Vous voyez comme d'habitude sur les Rolex, à l'intérieur des cornes, donc il faut pour ça retourner la montre au niveau du fond de boîtier. Vous avez un poinçon qui donne le titrage de l'or, 750, vous avez un poinçon juste simple, 18 carats, et vous avez un poinçon Helvetia rectangulaire avec la présence de cette célèbre dame à l'intérieur qui signifie ici de l'or 18 carats. Comme d'habitude, un fond de boîte vissé, à l'intérieur référence 18200 pour la famille des montres. Donc pas 18238 ici, mais 18200, juste pour signifier que c'est la famille de boîtiers. Et voilà, vous avez cette pièce qui est juste extraordinaire, qui se pose à merveille sur le poignet. Une petite âme un peu de drifter, si je puis dire, avec ce cadran nacre et ses index diamants.
Voilà, chers amis, c'est tout pour moi aujourd'hui avec ce deuxième épisode de la série Perpétuelle où je vous montre comme ça des petits détails d'expertise que j'aime beaucoup sur des pièces qui vont être destinées à être vendues aux enchères. On regarde comme ça ensemble ce qui nous plaît dessus. N'hésitez pas à poser toutes vos questions, à me dire quelle montre est votre favorite et surtout, je vous remets le lien juste ici de la première vidéo. Je vous expliquais davantage quel était mon lien avec les enchères, comment comprendre les enchères, comment acheter aux enchères, un peu comprendre tous les systèmes, le bon fonctionnement de cet univers un peu magnifique qui réserve aussi parfois son lot de surprises. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur la première vidéo. En tout cas, c'était un plaisir de vous retrouver et je vous dis à très bientôt pour le 3e épisode de la série Perpétuelle. Merci.